Puis sais-tu qu'est-ce qui empêche les investisseurs, les futurs investisseurs immobiliers de passer à l'action? Vas-y. La peur. Et puis les gens, à cause de la peur, attendent avant d'investir. Moi, ce que je suggère fortement, c'est d'investir et d'attendre. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Un autre épisode juste pour vous avec Siroujane Kenny Shinigan, votre courtier hypothécaire. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Kevin Boucher. Kevin Boucher, c'est un investisseur à succès. Il a passé de 0 à 3 millions en 2 ans. Il a sa propre marque, propre compagnie d'académie qui s'appelle Imo Academy avec plus de 270 élèves activement, avec vraiment un taux de réussite élevé. Alors, sans plus tarder, bonjour Kevin, merci beaucoup d'être là avec nous. Ben, merci Siroujane, ça me fait plaisir d'être là. Écoute, avant qu'on commence, là, moi j'ai décidé d'être ici avec toi aujourd'hui parce que on a fait affaire ensemble avec des solutions bancaires alternatives. C'est quelque chose que j'ai trouvé hyper pertinent de travailler avec toi. Donc, moi, écoute, c'est tout en mon honneur d'être avec toi aujourd'hui puis de pouvoir présenter des trucs et des astuces avec les gens qui te suivent. Ouais, ben c'est le plaisir est partagé. Écoute, quand j'ai vu ton nom, j'ai dit, attends, ce gars-là, je le connais. Et j'ai vu tes publicités dans le passé. Ouais. Alors là, j'ai fait un peu de recherche sur toi et là, j'ai vu que c'est le Kevin Boucher qui est maintenant mon client. Yeah! Alors, c'était vraiment quelque chose. Et depuis ce temps-là, ben, je me suis dit, you know what, tant qu'à juste connaître, pourquoi pas t'inviter dans mon podcast pour que les gens puissent apprendre un peu, pour que tu puisses partager un peu tous tes accomplissements. Alors, merci beaucoup, Kevin. Pour commencer, OK? Ouais. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Kevin Boucher? Et vas-y. Excellent. Ben moi, dans le fond, je suis à la base un musicien. Donc, moi, j'ai fait une technique de drum jazz à Saint-Laurent pendant 3 ans. Ben oui, pour ça, je suis là. On va en apprendre. Ouais. Donc, c'est ça, j'ai fait une technique en drum jazz à Saint-Laurent pendant 3 ans. J'ai joué dans des bands, j'ai fait des corporations, j'ai fait des mariages. Et puis, je roulais en tercel, puis je mangeais des croûtes de pizza. Et puis, un matin, je me suis dit, tu sais, moi, je suis une personne qui aime la vie stable. Donc, je suis pas une personne que tu vas voir fou partout au travers le monde puis faire le débile. Je suis vraiment une personne qu'on appelle sédentaire. Donc, je suis une personne qui est stable, qui aime la stabilité, qui veut une famille, une belle maison, puis etc. La vie standard, quoi. Donc, le fait d'être musicien ne me correspondait pas tant que ça au niveau de mon lifestyle que j'avais envie d'avoir. Donc, avec le temps, j'ai côtoyé des gens qui ont fait des investissements dans leur vie en immobilier puis qui se sont littéralement libérés financièrement. Puis j'aimais beaucoup la stabilité que ça apportait de pouvoir avoir des revenus qui rentrent quand tu dors sans avoir travaillé en fou, d'oublier le 9 à 5, de pouvoir avoir quelque chose à léguer pour les générations futures de ta famille. Donc, c'est quelque chose à la base, l'immobilier, qui m'a attiré pour la liberté de temps que ça l'apportait. Donc, ça, c'est la première chose qui m'a attiré vers ça. Et puis, après avoir terminé le cégep, après avoir fait plusieurs spectacles, le drum, la batterie est resté une passion pour moi. Mais j'ai décidé que ce n'était plus une carrière. Donc, un coup que j'ai pris cette décision-là, j'ai complètement arrêté les travaux que je faisais. Là, à l'époque, quand j'étais jeune, je livrais du poulet. Là. C'est ce que je faisais comme travail. J'ai démissionné du jour au lendemain, puis j'ai pris une décision fixe de devenir un investisseur immobilier avec le peu d'argent que j'avais de côté. Donc, j'ai lu aussi beaucoup de livres avant de prendre cette décision-là. J'ai lu les secrets de Rhonda, Père riche, Père pauvre. J'ai lu les livres en immobilier aussi. Et puis, ça m'a vraiment amené à la force d'attraction, comment attirer les choses à soi dans la vie qu'on veut, comment prendre des décisions, comment avoir une meilleure confiance en soi, etc. Et puis, le premier achat immobilier que j'ai fait, c'est un 6 logements à Montréal. Je l'ai investi avec une mise de fonds minime qui était aux alentours de 175 000. Quand même beaucoup. On dit minime. Ça, là, vous allez comprendre. Tu sais, quand je dis mise de fonds minime, pour des gens, tu sais, mettons, tu te dis « 175 000, c'est énorme ». Ben si tu te dis que 175 000, c'est énorme, ben dans ta tête, dans tes gestes, dans ton subconscient,
tu feras pas les actions pour, dans la vie, à n'en venir que 175 000, c'est rien. Moi, c'est ma façon de penser. C'est pas une religion, c'est pas une secte, c'est pas quoi que ce soit. C'est vraiment une force d'attraction, une force de pensée qui t'amène à réaliser les choses, la manière dont tu parles, la manière dont tu penses, t'amène à faire les actions pour arriver à des choses concrètes. Donc, je dis pas 175 000 parce que c'est rien pour moi, je te donnerai ça demain matin juste en cadeau. On s'entend? Bien sûr. Mais, tu sais, je dis petite mise de fonds 175 000 parce que, plus que tu avances dans tes échelons de financières, plus que pour toi, mettons 175 000 devient un plus petit apport. Mais à la base, j'ai toujours dit une petite mise de fonds de 175 000, même quand j'avais juste 20 000 dans mon compte de banque ou que j'ai fait des emprunts à crédit et que j'étais surendetté dans XY raison. Là. Fait que c'est ça, c'est une manière dont je parle. Donc, bref, premier investissement, c'est ce que j'ai fait. Pour avoir le 175 000 de mise de fonds, j'ai été chercher ça sur des crédits. J'ai économisé pendant à peu près 4 à 5 ans à ne pas sortir dans les bars, ne pas aller faire des trips avec des amis, ne pas faire de voyage, ni rien de ça. Je me suis vraiment privé parce que je sais que c'est ce que je voulais faire. C'est une décision que j'avais prise. Donc, j'ai économisé. J'ai emprunté beaucoup au crédit. Et puis, au bout de la ligne, j'ai réussi à aller faire cet investissement-là. Un coup que j'ai rentré dans mon premier sixplex, c'était une chiotte, comme on appelle dans le monde de l'immobilier. C'était un bâtiment qui, le toit était craqué, ça coulait dans des appartements, ça coulait des murs, il y avait des rats, des refoulements d'égouts, il y avait du caca qui montait dans les appartements, des gens en bas, c'était l'enfer. Mais Est-ce que tu étais au courant? Oui, absolument. Avant absolument. de l'acheter? Ben oui, sinon ça aurait été illégal, là, si j'aurais pas été au courant, ça aurait été nommé comme un vice caché. Donc, oui, j'ai été au courant. Je l'ai acheté pour ça. Je ne l'ai pas payé cher. J'ai payé 755 000. Dans quel endroit? À Huntsic. Huntsic, OK, à Montréal. Ouais. C'est en quelle année? Mon Dieu, en quelle année? Ça fait 5 ans, on est en 2021. Fait que je te dirais 2016, ouais, aux alentours de ces années-là. Et puis, c'est ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est qu'après ça, j'ai été faire un prêt optimisation qu'on appelle. Donc, il existe 2 formes de prêts. Il existe le prêt rénovation, qui est pour les prêts des particuliers, donc les multilogements de 1 porte à 4 portes, des maisons, des chalets, c'est des prêts rénovation. Lorsqu'on tombe dans le 5 portes et plus, dans les prêts commerciaux, on appelle ça un prêt optimisation. Donc, c'est vraiment un prêt qui nécessite d'avoir un plan d'architecte, une approbation urbaniste, des soumissions réno, de présenter vraiment le projet que tu vas faire à la banque. Donc, c'est des formes de prêts aussi que j'enseigne à l'intérieur de la formation Demo Academy. Bref, j'ai fait un prêt optimisation de 250 000. J'ai rénové tous les appartements. J'ai reloué les appartements à 1280. Et puis, l'immeuble a été réévalué à 1,5 million. C'est ce qui m'a permis, mon premier move immobilier, c'est ce qui m'a permis vraiment d'avoir ce qu'on appelle un levier financier pour faire tous les autres parcours en immobilier que j'ai fait jusqu'à ce jour aujourd'hui, qui est des flips, de la vente de promesses d'achat, du multilogement avec plusieurs portes, de la négociation d'achat, de vente de promesses d'achat, etc. Donc voilà, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à me présenter de qui que je suis dans mon parcours. Donc, tous les sacrifices que tu as fait au départ, Ouais. tous les endettements que tu as pris pour acheter ce sixplex, Ouais. optimiser, augmenter les revenus de l'immeuble, et par la suite vendre, tu as fait un profit d'environ 400-500 000. Je ne vends jamais. Tu ne Ça, vends c'est la jamais. règle numéro 1. Donc, tu l'as encore, ce sixplex? Oui, tout à fait. Donc, tu as simplement refinancé? Et voilà, tout à fait. La règle numéro 1, en fait, que je dis souvent, c'est toujours garder. Okay? Pourquoi? Parce que lorsque tu gardes tout, l'immobilier, depuis le début des temps, ne fait que monter. Des fois, ça monte plus rapidement, des fois, tu as une mini-baisse, des fois, c'est stable, mais si tu regardes depuis le jour 1 à aujourd'hui, ça a toujours quelque chose qui est toujours sur une pente ascendante. Donc, le fait de le garder, surtout si tu es dans du multilogement, c'est que tes loyers, non seulement paient l'hypothèque, mais en plus te font un salaire net si tu as un TGA intéressant, si tu as un cash flow, si tu as fait tes calculs comme du monde. Donc, en plus d'avoir un revenu net, bien, ça paie ton immeuble automatiquement. Donc, au bout de 20 ans, 25 ans, l'immeuble qui vaut 1,5 est libre d'hypothèque. Donc, en plus d'avoir fait de l'argent tous les mois en dormant, ben j'ai 1,5 là qui traîne.
que je peux hypothéquer ou vendre si je veux, mais je le vends pas. Moi, je vais simplement le hypothéquer pour aller acheter autre chose. Puis, tu sais, c'est de se bâtir un empire. C'est de cette façon-là que tu vas en arriver avec des énormes revenus mensuels. C'est vraiment de bâtir ton empire et non de revendre. Tu peux le refinancer pour acheter autre chose, etc. Puis c'est là que tu vas arriver à quelque chose de gros qui va te permettre d'atteindre ta liberté de temps que tu veux avoir dans ta vie, liberté financière, liberté de quoi que ce soit que tu veux avoir avec un empire. Donc, pour moi, une autre chose, c'est que j'ai pas un attachement émotif à l'argent. L'argent, pour moi, oui, c'est le fun, tu peux t'acheter le bébé, une belle maison, etc. Mais l'argent, pour moi, c'est un thrill. D'aller tout le temps faire un objectif de plus, d'aller se mettre un défi de plus, d'avoir des chèques qui rentrent pour faire de la location, de quoi que ce soit. Puis là, à la fin, ben yes, j'ai fait un super de montant parce que j'ai mis énormément d'efforts pour arriver à ça. Et puis, ça a été un thrill, ça a été un défi, ça a été une vision, puis je l'ai accompli. Moi, c'est ça qui me rend content, émotif. C'est pas d'avoir les comptes de banque remplis avec des millions de dollars. Moi, j'aurais investi les millions pour aller à d'autres objectifs puis d'autres visions. Puis c'est là où j'en suis. Là. Fait que je pense pas qu'avoir un attachement émotif à l'argent, je pense que c'est malsain dans notre société d'avoir cet attachement-là. Donc, l'argent est vraiment plus pour les objectifs, les défis, les visions. Donc, l'argent que tu reçois, tu réinvestis. La majorité. La majorité. La majorité. Des fois, tu te gâtes. Ben, c'est important aussi de se gâter. J'ai vu ton auto. Oui. Belle auto. Fallait que j'en parle. Ben oui, certain. Donc, un BMW de l'année. Ben, c'est une BMW i8 Roadster. Oui. Donc, après combien de temps tu as réussi à finalement acheter? Parce que j'ai vu un genre de pause que tu as fait, que tu as visualisé depuis quelques années, et finalement, tu as réussi à l'acheter. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. J'adore l'art de visualiser. Ouais. Tu focus, tu as un projet en tête, tu travailles tellement fort et tu réalises par l'avoir. Tout commence par le jour 1. Ouais. Où, quand tu te mets l'idée, OK, un jour, je vais l'acheter. Toi, je pense que tu es allé dans le concessionnaire pour t'asseoir, filer l'auto. 100%. Tu vois, j'ai fait mes recherches sur toi avant. Ouais, j'ai bien vu ça. Alors, parle-moi un peu de ce parcours pour ton auto. Pour la voiture, ben, je vais t'en parler un peu parce que ben, la voiture, c'est matérialiste. C'est le pire investissement que tu peux faire, on s'entend. Bien sûr, mais pourquoi tu l'as fait? Mais je l'ai fait parce que pour moi, c'était un rêve depuis que je suis jeune. Quand j'avais aux alentours de 22 ans, c'était plus un rêve, c'était devenu un objectif. Donc, moi, à la seconde que pour ça que tu dis, oui, j'ai été dans le concessionnaire, je me suis assis dans la voiture et puis j'ai fermé mes yeux, puis j'ai fait vraiment comme si je l'avais et je la conduisais. Et depuis ce temps, moi, j'ai un tableau chez nous de visualisation de choses qui se concrétisent dans ma vie. Puis moi, le soir avant de me coucher, le matin avant de me lever, c'est des choses que je visualise comme si je les avais déjà. Des façons de faire. Bref, dans les forces d'attraction, si tu regardes des vidéos, vous allez le comprendre. Mais c'est ça. Fait que c'est devenu un objectif. Fait que mon cerveau s'est conditionné dans le subconscient à faire les choses, les actions nécessaires pour y arriver. C'est comme ça, moi, que je le vois puis que je le comprends. Donc, ben bref, moi, quand j'ai acheté un immeuble, c'était pas dans le but d'aller m'acheter un i8. Mais mon cerveau s'est fait en sorte de m'envoyer vers des chemins financiers qui m'ont finalement amené 4 ans plus tard à faire comme « Hey, mon rêve, mon objectif d'avoir une i8, ben, je peux me le permettre maintenant. Donc, let's go. » C'est un objectif, on va y arriver, on va le faire. Puis là, j'arrive à un moment où j'ai fait les actions pour, mon subconscient m'a amené à faire ces actions-là sans que je m'en rende compte pour que finalement, boum, j'arrive à pouvoir faire cette acquisition-là. Donc, j'en parlerai pas plus longtemps, mais c'est aussi simple que ça. Parfait, c'est assez. C'est comme les joueurs, le parfait exemple que je peux prendre, c'est les joueurs de basket, les joueurs de soccer, les joueurs, peu importe. Ils font tout l'effort pour avoir, à un moment donné, gagner le championship. 100%. Et toi, c'est ton petit trophée, un petit cadeau. Tu sais, les entrepreneurs qui s'achètent un Rolex après un certain défi. Ouais. OK, j'ai accompli tout ça, laisse-moi me gâter. C'est tout simplement. C'est notre trophée, c'est notre bague. Tout simplement, exactement. Puis je peux te garantir aussi que tous les athlètes font de la visualisation. Puis qui font peut-être pas de la méditation, mais de la visualisation à se voir où ce qu'ils en sont, comme s'ils seraient déjà arrivés, etc. 100%. C'est vraiment des bonnes techniques. Parlons de l'IMO Academy. Oui. Right? Donc,
J'ai vu tes publicités, comme je t'ai dit. J'ai vu que tu partages tes connaissances en forme de cours Ouais. à plein d'autres personnes qui sont intéressées à investir un jour dans l'immobilier. C'est quoi Imo Academy? C'est quoi votre rôle? C'est quoi votre vision? En fait, Imo Academy se différencie de toutes les compagnies à cause que on n'est pas une compagnie qui vend du rêve. OK? On est une compagnie que tu peux pas rentrer dedans du jour au lendemain si tu en as envie. Tu dois, premièrement, fixer un appel sur notre site web de www.imoacademy.ca, fixer un appel qu'on appelle de qualification. Donc, une ou un de nos coachs fait un appel avec toi pour la qualification, voir si tu es une personne solvable, comment est-ce qu'on peut t'aider, est-ce qu'on te dirige plus vers des prêts alternatifs, est-ce qu'on te dirige plus vers des banques, est-ce que tu as des marges qu'on peut aller ouvrir, est-ce qu'on va sous une incorporation, sous le personnel. Et puis, lorsqu'on a des solutions concrètes pour pouvoir t'aider, moi, j'analyse le dossier de chacun des élèves qui rentrent. Et puis, après cet appel de qualification-là, lorsqu'on accepte que ton dossier est solvable et qu'on peut réellement t'aider dans tes investissements immobiliers, là, tu passes avec un appel stratégique, où ce que là, on définit un plan solide avec toi qu'on va faire avec ton coach. Et puis par la suite, là, tu deviens élève. Donc, on ne fait pas de la vente de masse de formation. Moi, de mon côté, j'ai déjà ma liberté financière, j'ai déjà ma liberté de temps, je suis déjà super bien où ce que j'en suis présentement dans ma vie. Donc, cette académie-là, je l'ai créée concrètement pour aider les gens, aider les investisseurs à passer à l'action puis à faire les choses pour que ça l'arrive. Donc, le fait de passer à travers un appel de qualification, si jamais tu ne passes pas l'appel de qualification parce que ça ne marche pas, bien, le coach, l'appel gratuit que tu as eu avec un coach, va te dire les choses nécessaires à faire pour que tu viennes nous reparler dans 2 ans. Puis que là, tu sois prêt à suivre un cours puis à passer à l'action. Donc, voilà, donc on ne fait pas de la vente de masse. Moi, de mon côté, ça me coûte extrêmement plus cher que juste vendre des cours en ligne parce que je paye des coachs avec chacun des élèves pour les suivre sur le terrain. À chaque fois qu'un élève achète, moi, je me déplace avec ma voiture pour aller faire un câlin, une poignée de main, prendre une photo avec ce qu'il a acheté, etc. Et puis, on répond à des courriels chaque jour. On a des appels téléphoniques des élèves avec leur coach à chaque semaine. Fait que, tu sais, c'est de mon côté, en tant que créateur de la compagnie, ça me coûte beaucoup plus d'argent de faire ça de cette façon-là. Mais en même temps, ça apporte un taux de succès d'élèves extrêmement élevé. Et c'est ce que j'ai voulu créer avec Imo Academy. C'était ma vision, c'était mes objectifs et c'est ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, j'en suis extrêmement fier et c'est quelque chose que je vais toujours garder. Donc, le fait d'être suivi concrètement par des coachs, le fait d'avoir un appel de qualification parce que je ne suis pas là pour te vendre un cours que finalement tu ne feras rien au bout de la ligne. Donc, tu sais, c'est vraiment la façon dont on fonctionne actuellement, c'est quelque chose qui va perdurer aussi avec le temps. Une dernière chose qui est intéressante, qui différencie des autres compagnies, c'est que le cours qui est monté de 60 heures d'Imo Academy, c'est pas une seule personne qui parle, c'est annexé avec 45 corps de métier différents. Donc, quand on parle de fiscalité, bien, c'est un fiscaliste qui vient parler, Nicolas Gondin. Lorsqu'on parle de prospection hors marché, ben on est annexé avec mon prospecteur, donc Jean-Nicolas Nacasse, qui fait les vidéos de prospection hors marché, etc. Lorsqu'on parle d'incorporation, on a un avocat qui explique la structure d'incorporation, comment est-ce qu'on fait les conventions d'actionnaires, etc. Donc, c'est vraiment un cours qui est fait avec plusieurs corps de métier. Puis, chaque élève a la liste de contacts avec tous les corps de métier qu'il peut utiliser à sa guise durant ses investissements. Fait que c'est vraiment un suivi très, très, très ardu qui, moi, de mon côté, comme je dis, nécessite de mettre plus de temps dans l'académie, plus d'employés, etc. Mais le taux de succès puis le taux de réussite, c'est ma satisfaction. C'est ce qui fait mon bonheur dans la compagnie, puis c'est ce qui va rester. Absolument. Puis quand tu encadres les élèves, quand ils sont proches des coachs, proches des investisseurs, ben, ils ont plus tendance à passer à l'action plus rapidement que juste prendre un cours. Puis quand tu prends 100%. Un cours, tu écoutes en ligne ou tu écoutes en classe, peu importe. Mais après ça, il y en a beaucoup de monde qui vont juste écouter, mais ils ne savent pas où commencer, comment commencer. Mais vous avez vraiment cette structure où il y a un coach qui est là, qui fait du one-on-one avec cette personne.
Le suivi, ça fait la grosse différence. Vraiment, là, moi, dans mes débuts, quand j'ai acheté mon premier Sixplex, je l'ai fait avec un mentor là, qui était avec moi. C'est ce qui a fait toute la différence. Là. Fait que, oui, j'ai suivi des cours avant dans d'autres académies, qui sont d'excellentes académies. Mais par la suite, j'ai engagé un coach privé qui m'a coûté les yeux de la tête, mais qui m'a permis, après ça, d'aller faire mes investissements correctement puis professionnellement. C'est dans n'importe quoi qu'on fait, c'est la même chose. En fait, moi, je suis courtier hypothécaire depuis 5 ans. J'allais chercher des connaissances d'un courtier, de plusieurs courtiers qui ont beaucoup de succès dans le domaine, qui ont 15-20 ans d'expérience. Et en 5 ans, le niveau de succès que j'ai une clientèle qui vient très souvent me voir pour des solutions. Tout ça a été possible parce que je me suis à côté des meilleurs. Puis un jour, tu deviens le meilleur. Donc, c'est la même chose dans n'importe quoi que vous faites. Soyez avec les meilleurs pour devenir meilleur. 100%. Puis sais-tu qu'est-ce qui empêche les investisseurs, les futurs investisseurs immobiliers de passer à l'action? Vas-y. La peur. La peur. OK? La peur, c'est le facteur numéro 1 qui empêche les gens d'investir. Et puis les gens, à cause de la peur, attendent avant d'investir. Moi, ce que je suggère fortement, c'est d'investir et d'attendre. Parce que lorsque tu investis, les revenus rentrent après. Puis même si tu attends, tu as déjà investi, ça paye ton hypothèque, ça te fait des revenus nets. C'est la phrase que j'aime dire. Donc, au lieu d'attendre puis investir, investis puis attends. Ça va être beaucoup plus payant de cette façon-là. Mais n'investis pas les yeux fermés, tout croche à faire n'importe quoi. Tu es mieux d'aller te chercher la connaissance nécessaire, les gens professionnels avec toi qui vont te suivre pour faire les bons investissements pour par la suite attendre à y arriver quelque chose de concret. Donc, excellent. Voilà. Excellent. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, vraiment des conseils pour un jeune investisseur qui nous écoute, qui peut retenir quelque chose de cet épisode et appliquer dans la vraie vie. Donc, revenons à ton premier investissement. Tu n'as pas juste trouvé le deal, ton Sixplex avec les yeux fermés. Non. Tu as fait de la prospection. Exactement. Tu as fait de la négociation. Ça a pris combien de temps? Comment tu l'as fait? Parle-nous un peu de ton expérience et donne-nous surtout des conseils qui vaut de l'or. Parfait. All right. Premier conseil qui vaut de l'or, la prospection pour un investisseur immobilier, c'est comme de l'eau pour un être humain. De l'eau, c'est La facile. chose, non, c'est pas facile du tout. Mais c'est comme de l'eau pour un être humain parce que c'est la chose qui nous permet de vivre, c'est la chose la plus importante. OK? Donc, la prospection pour un investisseur immobilier, c'est ce en quoi vous devriez devenir spécialisé. Vraiment. C'est ce qui est le plus difficile, faire de la bonne prospection, mais c'est ce qui vaut la peine de mettre du temps et des efforts parce que c'est ce qui va être payant au bout de la ligne. Donc, une autre chose, la prospection, moi, ça m'a pris 2 ans à en faire avant d'acheter le 6 logements. Wow. Fait que ça vous prenne 6 mois, 2 mois, 1 an, 6 ans, on s'en fout. C'est pas une course, c'est pas quelque chose qu'on essaie d'arriver au plus vite possible. Je sais que dans notre génération, on essaie d'avoir tout le plus vite possible. On est habitué d'avoir les choses instantanées. Mais dans l'immobilier, la prospection, ça peut prendre du temps. Puis c'est pas grave parce que même si ça a pris 2 ans, je regarde ce que je suis aujourd'hui puis j'en suis très fier puis très content. Donc, moi, ça m'a pris 2 ans de prospection. J'ai utilisé différentes techniques de prospection que je vais parler aujourd'hui avec tes téléspectateurs. T'es sérieux? T'es sérieux? Je suis sérieux. Parce good. que c'est important, en fait, de bien les maîtriser. OK? Lorsque tu décides lorsque tu prends une décision concrète à dire « OK, moi, je veux devenir investisseur immobilier, j'ai les fonds disponibles pour le faire, il faut que tu appelles Imo Academy. » C'est pas vrai. Ben oui, ce serait une bonne première étape. Mais pour la prospection, lorsque tu veux faire une bonne prospection, OK? Tu dois faire plusieurs différentes techniques de prospection qui vont t'arriver à plusieurs deals, que tu vas faire un tri pour en arriver à un plus petit pourcentage de deals, que tu vas faire des promesses d'achat sur chacun d'entre eux. Je t'explique. Donc, première technique, c'est la prospection Internet. Prospection standard que tu fais probablement déjà, qui est la prospection sur Centris. Parce que Centris, c'est ce qui regroupe tout ce qui est avec les agents, donc des listings MLS qu'on appelle. Mais la masse va sur Centris. Donc, c'est très rare que tu vas avoir un super deal sur Centris. Mais on ne sait jamais. Donc, la prospection Internet, tu ne dois pas négliger aussi tous les petits sites. Exemple, du Proprio, Gloria, qui va avoir des listings de multilogements incroyables, de PMML aussi. Donc,
la prospection Internet, c'est vraiment d'aller sur ces différents sites-là pour aller te chercher. Tu vas aller sur Kijiji aussi. Ça a l'air de rien, mais il y a des gens, là, tu sais, les vieux de la vieille qu'on appelle, qui sont encore sur Kijiji, qui sont pas nécessairement sur Marketplace, puis qui veulent juste vendre leur maison comme ça parce qu'ils sont tannés, puis pas question qu'ils donnent 2% à un agent immobilier ou 4%, tu sais, puis ils le vendent sur Kijiji. Ils vont le vendre pareil, là. Mais tu sais, c'est plus facile à négocier quand il n'y a pas nécessairement un agent, puis que c'est sur les ventes hors marché, etc. Donc, première chose de prospection Internet, ne néglige pas les autres sites. Donc, vas-y avec les 5 sites que je t'ai donnés. Et puis, lorsque tu es sur Internet pour faire tes recherches, quand tu trouves quelque chose qui est intéressant pour toi, un petit truc, fais clic de droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Ça t'ouvre une deuxième page en haut. Là, tu continues à faire tes prospections. À la fin, tu vas te retrouver avec, je ne sais pas moi, 40 onglets. C'est là que tu vas faire le tri. Je vais t'expliquer comment faire le tri aussi. Donc, prospection Internet. Ensuite, deuxième technique de prospection à utiliser, c'est la prospection hors marché. Donc, prospection sur les sites de registre foncier. Donc, il existe 2 sites pour les registres fonciers ici au Québec. Tu as JLR, puis tu as Mon Prospecteur. Les deux, sont des sites excellents. OK? Mon Prospecteur est plus friendly user. JLR est plus technicalité sur la façon de faire parce que, écoute, là-dessus, sur le site, il est un petit peu vieux jeu, mais il fonctionne encore très bien. Mais les 2 sites sont excellents. C'est une question de goût. C'est comme Apple ou Samsung. Les 2 produits, ils fonctionnent bien, ils font leur job. C'est à toi de décider qu'est-ce que tu préfères. Donc, c'est la même chose. Monprospecteur.com ou jlr.com. En passant, pour les gens qui font la prospection sur Mon Prospecteur, vous pouvez faire www.monprospecteur.com/ImoAcademy. Vous allez avoir accès à un compte VIP, qui est un compte qui va avoir toutes les spécialités qui sortent ou ce que les gens les testent avant qu'ils soient sur le site officiel. Donc, c'est quand même intéressant à voir quand tu fais la prospection là-dessus. Donc, vous pouvez faire votre inscription là-dessus. Donc, lorsque tu fais la prospection sur les registres fonciers, ça veut dire que tu fais de la prospection avant que la banque prenne une maison, avant que l'agent signe un contrat de courtage avec. Donc, tu vas avoir accès à des avis de 60 jours, les successions légales, des reprises de finances lorsque les banques les ont pris, mais sinon les autres, c'est avant que les banques le prennent. Donc, c'est sur ce genre de site-là, c'est les gens qui sont en difficulté de paiement que tu vas aller chercher. Toi, tu vas te présenter sous un investisseur qui est là pour les aider. Donc, qui est là pour sortir de leur faillite, payer, régler leur dette à la banque en hypothèque, puis mettre un 50 000 de plus pour l'aider dans la vie. T'sais. Toi, au bout de la ligne, ben, tu as une maison, tu as coûté 250 000, que tu rénoves, puis tu revends à 450. T'sais. On appelle ça faire un petit peu comme du sauvetage immobilier. Mais c'est dans les registres fonciers qu'on va faire ce genre de prospection-là. Donc, prospection Internet, prospection registre foncier. Ensuite, prospection avec les petites annonces. Ce que je veux dire par là, c'est que rien ne t'empêche, puis moi, j'ai fait de la vente de promesses d'achat comme ça, rien ne t'empêche d'aller mettre une petite annonce sur les packs Kijiji, Marketplace, 1, 2, 3 annonces, affichant comme quoi je suis un investisseur immobilier professionnel, même si tu ne l'es pas encore. Je suis un investisseur immobilier professionnel, je cherche à acheter du multilogement dans telle région demain matin. Fait que là, exemple, moi, si je voudrais vendre mon 6plex demain matin, ben, je vais quand même faire un tour, moi, sur Marketplace, puis je vais écrire 6 logements antiques, juste pour voir c'est quoi les prix. Puis là, boum, je vais tomber sur ton annonce, j'achète les multilogements, région antique, j'achète demain matin. Oh, c'est intéressant. Moi, j'ai rien à perdre. Moi, je vais t'envoyer une photo de mon immeuble. Je vais te dire le prix que je veux. Tu reçois énormément de réponses comme ça, de cette façon-là. Les gens négligent cette technique-là. Moi, je l'ai utilisée. Puis, tu sais, j'ai des gens qui m'appelaient puis qui me disaient, ah, écoute, moi, j'ai justement une vente de promesses d'achat que j'ai faite. Une madame âgée qui m'a appelé, elle dit, ah, moi, j'ai commencé à faire des rénaux dans ma maison. Puis là, j'ai plus les fonds disponibles pour continuer les rénaux, puis ça me tente plus, j'ai plus l'énergie non plus. Je veux juste aller m'acheter un petit condo, là, puis là, je peux pas vendre ma maison de même, les murs sont tous ouverts, puis tout, là. Fait que je t'ai vu ton annonce, que ça peut t'intéresser. J'ai dit certainement, je suis allé la voir, puis j'ai négocié un prix incroyable avec elle, j'ai revendu la promesse d'achat, puis j'ai fait un 45 000 comme ça, en dedans de même pas 2 semaines. Fait que tu sais, c'est les petites annonces comme ça, comme quoi que vous vous présentez comme acheteur. Ça peut être une petite annonce aussi, tu sais, on voit ça des fois, j'achète votre maison cash.
Il n'y a personne qui achète la maison cash, on s'entend? Ça vaut, surtout présentement, avec les taux hypothécaires à même pas 1% et quelques, là, 1,8, 2%. Personne n'achète ça cash. On va le financer à la place. Fait que, c'est un mot marketing, dire j'achète votre maison cash. Mais ça aussi, c'est une bonne façon d'aller faire votre annonce. Fait que je résume, prospection Internet, prospection hors marché, dans les registres fonciers, prospection en faisant des petites annonces. Maintenant, une autre technique de prospection, c'est les prospections avec les courtiers immobiliers. En passant, on ne dit plus agent immobilier, maintenant c'est courtier immobilier. Donc, les courtiers immobiliers, là, quand on fait la prospection avec ça, c'est pas simplement d'appeler un courtier puis de dire « Ah, moi, je vais acheter un multilogement à Huntsic, trouve-moi ça. » Puis là, tu fais plus rien puis tu attends qu'ils te répondent. Non, ça se passe pas comme ça. Tu appelles une quinzaine de courtiers. OK? Puis, tu leur dis moi, je suis un investisseur immobilier. Tu leur présentes une préapprobation bancaire. Tu leur montres que tu es solvable et que tu es sérieux, on s'entend, parce qu'eux, ils reçoivent aussi des appels. Fait que tu prouves ta solvabilité envers l'agent que tu appelles. Puis tu lui dis, moi, écoute, je cherche ceci dans telle région. J'ai tant d'argent et je suis prêt à acheter demain matin. Je respecte l'agent avec qui m'a envoyé le deal. C'est avec lui que je fais affaire. C'est important que vous respectez ça parce que les courtiers immobiliers, j'ai dit agent. Les courtiers immobiliers sont des excellentes ressources, puis c'est important de les respecter pour ne pas avoir une mauvaise réputation dans le milieu de l'investissement immobilier. Donc, tu y vas, contacte une quinzaine de courtiers immobiliers, il faut qu'ils te mettent sur leur liste de emails. Comme ça, eux autres, chaque jour, ils vont t'envoyer automatiquement ce qu'ils reçoivent en listing. Ça se fait tout à l'ordinateur, c'est tout automatique. Ils t'envoient tout ça en email. Tu vas recevoir 15-20 emails par jour qui vont te rajouter des listings à analyser. Donc, même si tu n'achètes pas de cette technique-là, ça va t'aider à aiguiser tes yeux, à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que tu veux concrètement, puis tout, puis finalement à faire un achat. Donc, ça, c'est pas mal les 4 techniques principales. Pas en dire trop, là, parce qu'on s'entend. IMO Academy aussi pour en apprendre plus. Non, c'est pas vrai. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est ça. On a les 4 techniques principales là, de prospection qu'on utilise le plus. Il y en existe d'autres, mais tu sais, c'est des techniques qui sont de moins en moins utilisées puis qu'on ne perdra pas 15-20 minutes à l'expliquer pour rien. Ça, c'est les principales. C'est avec lesquelles moi, j'ai fait mes achats. C'est avec lesquelles les élèves ont fait leur achat. C'est ce que je suggère fortement à les faire comme genre de prospection. Qu'est-ce que je retiens ici, c'est qu'il y a plusieurs méthodes. Tu réinventes pas la roue, c'est pas mal qu'est-ce qui marche dans l'industrie. Tu ne focuses pas dans un type de prospection, tu en fais plusieurs. Exact. Alors, tu mets ton investissement un peu dans plusieurs paniers. Ouais. Et à un moment donné, le fait de travailler sur le volume et utiliser différentes méthodes, ça rentre. Ça rentre. Oui, puis je vais expliquer ce que j'ai dit, comment faire un tri à la fin. Vas-y. Parce que j'avais dit, là, on fait les prospections, puis à la fin, on fait un tri. Parce que lorsque tu as, je sais pas moi, tu as fait la prospection, tu trouves 100 immeubles qui sont intéressants, tu vas pas aller faire 100 promesses d'achat là, Bien sûr. en dedans d'une semaine, ça n'a aucun sens. Parfait. Pour ajouter à ta réponse, quand tu fais un tri, c'est parce que tu veux savoir quel est l'immeuble qui est profitable, right? Tout à fait. Qu'est-ce qui est intéressant. Et c'est quoi exactement un immeuble profitable? Que ça devient un investissement pour soit vendre l'offre d'achat après avoir mis une offre d'achat ou simplement l'acheter pour nous-mêmes. Dans quelles circonstances ça devient un bon investissement immobilier? C'est une très bonne question. Ça dépend de la méthode d'investissement que tu utilises. Puis en passant, si vous n'avez pas choisi la méthode d'investissement immobilier que vous voulez, j'ai des vidéos gratuites qui sont au grand public. Tu écris IMO Academy sur YouTube ou sur Google, puis j'ai des vidéos qui expliquent toutes les méthodes d'investissement en immobilier. C'est important de vous la choisir parce que lorsque tu achètes un multilogement, tu peux très bien juste l'acheter pour le garder sur le long terme, rien faire, pas l'optimiser, puis au bout de 25 ans, tu as une hypothèque de libre. Tu peux acheter un multilogement en partenariat. Tu peux acheter un multilogement dans le but de faire de l'optimisation ou tu peux acheter un multilogement pour le mettre à terre pour construire des condos. Tu as plein de choses différentes que tu peux faire avec la technique du multilogement. Fait que ce que tu veux faire au bout de la ligne va influencer un peu la manière dont tu vas faire la prospection et ton tri. OK, ça, c'est au multilogement. Mais à faire qu'une maison. Plein de choses différentes, tu peux faire qu'une maison. Tu peux faire des maisons de chambre, tu peux faire un flip, tu peux démolir la maison pour vendre le terrain que tu vas subdiviser. Tu sais, il y a plein de choses que tu peux faire avec différentes techniques. Donc, choisir le créneau, et c'est quelque chose que tu apprends aussi, choisir quel créneau tu veux 100%. investir. OK, parfait. 100%. Donc, c'est ce qui va définir comment est-ce que tu fais ton tri. Mais à la base, la majorité des gens qui vont suivre des cours, c'est pour faire soit de la vente de promesses d'achat, soit des flips, soit du chalet revenu ou soit du multilogement. Donc,
lorsqu'on parle de multilogement, exemple, pour faire un tri, quand vous avez vos 50 pages d'ouvert, c'est important maintenant d'en arriver à la deuxième étape la plus importante après la prospection, qui est de savoir comment dénicher ton deal. Donc, ça, il faut que vous sachiez comment faire les calculs de rentabilité. Il faut que vous sachiez comment optimiser les biens immobiliers, quoi faire pour en soutirer le maximum. Donc, dans cette technique-là, ensuite, lorsqu'on fait un tri, vous devez définir le MRN des immeubles, donc le multiplicateur de revenus net. Vous devez définir le TGA du quartier, décider quel est le TGA qui vous convient selon l'immeuble que vous voulez acheter. Vous devez décider aussi le RCD, donc le ratio de couverture de la dette de l'immeuble. Vous devez le calculer parce que la banque va se fier à ce RCD-là pour définir si vous devez mettre 5, 6, 10, 15, 20, 25 % de mise de fonds. On entend souvent dire tu peux mettre juste 5 % de mise de fonds à CHL, etc. Oui, c'est vrai, mais si le RCD ne fit pas, le ratio de couverture de la dette est plus élevé que ce que l'immeuble t'apporterait, bien, la banque va exiger que tu mettes plus que 5 %. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne dans le niveau bancaire. Fait que c'est important que tu as un Excel de calculateur vraiment complet, que tu rentres les prix de l'immeuble, les quartiers et tout, puis ça te sort tous les chiffres que tu as besoin. Sinon, tu peux le faire manuellement si tu n'as pas suivi le cours d'Imo Academy. Ben, tu sais, je taquine, je fais des jokes. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça. Fait que c'est important d'avoir un bon Excel, c'est important de faire les bons calculs, etc. Et puis, c'est ce qui t'arrive à la fin à avoir une analyse de 50 immeubles, puis de voir, OK, dans ces 50-là, j'en ai éliminé 35 qui n'étaient vraiment pas intéressants. Là, il m'en reste à peu près une quinzaine d'immeubles intéressants ici. Sur ces 15-là, qu'est-ce que je peux faire? OK, celui-là, je pourrais l'optimiser, je peux rajouter un logement, je peux aller me chercher un pré-optimisation, ça m'apporterait tant au bout de la ligne. OK, il est intéressant. Lui, finalement, il me fait juste un 75 000, il n'est pas intéressant. Lui, puis là, au bout de la ligne, tu en restes peut-être 5, 10. Tu prends ces 5, 10-là, tu vas faire les promesses d'achat sur chacun d'entre eux, conditionnelles à l'inspection, parce qu'on s'entend, si tu as 2 promesses d'achat qui sont acceptées, selon la loi, tu es obligé d'acheter les 2. Fait qu'il y a des conditions qui sont importantes à écrire pour te sortir d'une promesse d'achat pour pas que tu sois obligé de l'acheter. Donc, tu sais, si on est d'un marché vendeur puis tu es en offre d'achat multiple, je te conseille d'aller faire une promesse d'achat à la fois. Mais si on est dans un marché équilibré ou un marché acheteur, tu peux te permettre d'aller faire plusieurs promesses d'achat puis d'écrire des conditions du genre conditionnel à l'acceptation de mon co-investisseur. Donc, à la fin du 30 jours de ta promesse d'achat, tu peux dire mon co-investisseur finalement n'a pas accepté le projet, donc la promesse d'achat devient nulle et non avenue. Donc, c'est des conditions que tu peux écrire pour te permettre de te sortir du deal sans que tu sois obligé de l'acheter lorsque tu fais des promesses d'achat multiples. Parfait. Puis quand tu me parlais de faire les calculs manuellement ou il y a des calculatrices qui le font pour toi Ouais. en marquant les chiffres, c'est quel genre d'outil tu utilises toi personnellement? Ben moi, personnellement, j'ai monté un Excel calculateur qui a toutes les données à l'intérieur. OK. Cet Excel-là, c'est sûr, j'ai mis beaucoup d'argent, de temps, puis ça l'a monté. On le met pour les élèves d'Imo Academy, on le donne dans l'intérieur de notre cours. Mais sinon, quand tu le fais manuellement, ben, mettons un MRB, multiplicateur de revenus bruts, pour le calculer, c'est le prix de l'immeuble divisé par les revenus annuels bruts. Ça va te donner un chiffre qui se situe entre 0 et 50. Donc, tout ce qui est au-dessus de 20, moi, je trouve ça complètement nul. Je ne touche pas à ça. Tout ce qui est entre 20 et 10 dans le secteur de Montréal, Québec, Trois-Rivières, etc., c'est la norme, c'est normal. Là, en ce moment, la norme est plus aux alentours de 12, 13, 14. Tout ce qui est en bas de 10 est incroyable en termes de rentabilité. Mais il faut faire attention, là, on parle de revenus bruts. Donc, lorsque vous calculez le MRB, c'est important d'aller aussi confirmer avec le MRN. Parce que ça se peut que, écoute, l'électricité est à la charge du propriétaire, puis que tu as des frais d'assurance incroyables, puis tout, finalement, l'MRN n'est pas intéressant, puis l'MRB est intéressant. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu les maîtrises toutes, les calculs, pour être certain qu'à la fin, lorsque tu calcules ton cash flow, tu calcules ton capital, que ça soit positif et que ça soit intéressant. C'est quoi le chiffre magique pour toi dans la MRB et MRN? Donc, pour toi, c'est all-in, aussitôt que ça touche le... Oh. C'est tellement dur à déterminer parce que ça se peut que tu aies un MRN de... Moi, quand j'ai acheté le Sixplex, le premier que j'ai acheté, j'avais un MRN de 18, ce qui est complètement nul. Mais
j'avais tellement une opportunité d'optimisation. Maintenant, mon immeuble a un MRN de 8 à Montréal, ce qui est extraordinaire. Mais quand je l'avais acheté, il était à 18. Fait que je ne l'ai pas mis dans les poubelles. Non, je l'ai quand même analysé, même s'il y avait un MRB de 18, parce que je savais que je pouvais l'optimiser. Fait que, tu sais, je te dirais qu'un chiffre magique, ce serait d'avoir un MRB en bas de 10, puis de confirmer avec le MRN, les revenus nets, que c'est bel et bien un bon Mais tout ça, revenu, là, pour quelqu'un qui comprend absolument rien, c'est du chinois. Ça veut dire quoi, peut-être par-dessus le 20? Ça veut dire quoi exactement? Puis ça veut dire quoi être en bas de 10? Si on, Quand je tu es vois- si on y va à la base, là, un Oui. MRB, OK, c'est un multiplicateur de revenus bruts. Ça veut dire qu'avec ton revenu brut, si tu n'aurais pas de dépenses de quoi que ce soit, ça te prendrait 20 ans pour rembourser ton montant d'achat. C'est ça que ça veut dire un MRB. Donc, ça te donne un chiffre approximatif pour déterminer la rentabilité de l'immeuble, si elle est intéressante ou pas. Donc, si tu as un 20, ça prend 20 ans. Si tu as un 8, ça prend 8 ans de temps. Donc, tu as passé 18 ans à 8 ans de temps. Exactement. Voilà. Mais c'est pas. Là, c'est un MRB. Donc, on ne calcule pas les dépenses quand on fait ça. OK. C'est uniquement un chiffre. Donc, on se dit, OK, mon investissement prendrait 20 ans sans dépenses à rembourser. C'est juste un chiffre qu'on se fie pour déterminer si c'est intéressant comme immeuble ou pas. Si par exemple, tu prends tous les loyers, tu l'injectes dans l'hypothèque seulement et tu sors de tes poches pour payer les dépenses, OK, donc tu peux considérer l'MRB. Mais techniquement, si tu payes les loyers, si tu payes les dépenses avec tes loyers, plus tu payes ton hypothèque, techniquement, tu ne devrais même pas considérer l'MRB, tu devrais considérer l'MRN. Non. Oh, Parce que l'MRB, OK. OK, c'est de brut. Je considère même pas ton hypothèque là-dedans. Ton taux hypothécaire, tes dépenses hypothécaires, je considère aucune dépense. Donc, ce n'est pas une mesure à se dire, bon, ben, j'ai un MRB de 20, OK, mon immeuble va être payé dans 20 ans. Non. Le MRB sert seulement de chiffre indicatif pour comparaison. That's it, that's all. Parce que ton immeuble, tu vas avoir des dépenses que tu n'en veuilles pas. C'est comme la bourse, il y a plein d'indicatifs. Exactement, c'est des indicatifs. Ça ne veut pas dire que tu vas C'est devenir ça. millionnaire. Exactement. C'est un indicatif uniquement. Si tu as des chiffres concrets à savoir ça, combien de temps concrètement ça va te permettre avec ça, ça c'est dans les fichiers Excel. Là, parce que les autres, on va calculer assurance, hypothèque, taxes de bienvenue, frais pour entretien, paysagement, conciergerie. Il y en a pas mal à mettre là, pour être sûr, puis c'est pour ça qu'il faut le faire comme du monde. Mais si on fait juste de la comparaison, parce que c'est ça que je parlais, quand je faisais un tri, je fais uniquement de la comparaison. Là, je me fie au MRN en premier. Quand on creuse plus creux après, là, on y va avec excuse. Quand je fais la comparaison à la base, je vais avec le MRB en premier. Et quand on creuse plus creux après, là, on y va avec les revenus nets du MRN, les RCD, puis tous les autres chinois que j'ai dit tantôt. Mais à la base, à titre comparatif, c'est MRB. Parfait, parfait. Puis pour toi, autre que les MRB, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Y a-tu un autre indicatif que tu veux absolument que ça soit positif, ça joue à ta faveur pour l'achat? Par exemple, quelqu'un qui veut optimiser. Oui, par ben, exemple. le RCD, c'est le deuxième plus important selon moi parce que c'est ce qui va déterminer si tu peux avoir ton emprunt bancaire ou pas. C'est quoi le RCD pour un individu qui comprend pas? RCD, ça veut dire ratio de couverture de la dette. Mhm. OK? C'est un ratio qui doit absolument être supérieur à 1. OK? Les banques vont t'emprunter sur l'immeuble si c'est à 1,1 selon certaines banques, 1,2 selon certaines banques. Fait que, tu sais, c'est important que ton immeuble soit au-dessus de 1 parce que si tu as des RCD qui sont pas bons, ben, il va falloir que tu mettes des mises de fonds supplémentaires pour y arriver. Ouais. Donc, tu sais, si tu as des RCD, je sais pas moi, qui nécessitent que tu mettes 30% de plus, ben là, ta petite mise de fonds de 5%, ça marche plus, là. Ouais. Fait que c'est pour ça que le ratio de couverture de la dette est important à déterminer. Et comment tu calcules le ratio de couverture? Le ratio de couverture de la dette, sincèrement, nécessite un calcul un petit peu plus approfondi selon les régions parce que tu dois déterminer ton TGA de financement selon ta région pour ensuite aller déterminer les RCD, faire les comparatifs. Fait que c'est un calcul un petit peu plus approfondi, d'où l'évaluateur agréé rentre en ligne de compte là-dessus. Mais c'est faisable avec les calculs à l'intérieur du Excel.
Mais je peux pas te blabloter ça là, pendant 15-20 minutes. Vous n'allez rien comprendre de comment calculer le RCD. Mais à la base, ça se Ou tu calcule... t'inscris à IMO voilà. Academy. Voilà. Mais à la base, ça se calcule avec le TGA de financement, le TGA de quartier. Puis ça, pour déterminer un TGA de financement, il faut que tu analyses plusieurs immeubles dans un quartier. Puis c'est ce qui va te terminer de déterminer un TGA d'un quartier. Puis avec ce TGA-là, tu peux aller faire tes calculs pour tes RCD. Donc, on rentre un petit peu plus dans la technicalité, mais ça se fait aussi automatiquement avec les calculateurs Excel. Là. Parfait. Puis on va rentrer dans le prochain sujet qui est la négociation. Oui. OK. Tu souris, t'aimes ça? Ben oui, négociation, j'adore ça. La seule place que je négocie pas, moi, c'est à l'épicerie. Oh. C'est la seule place. Et chez Apple. Et chez Apple, là, oui, là, c'est ça. Tu ne peux pas négocier chez Apple. Et non. All right, Kevin, on va parler de négociation maintenant. Ouais. Parce que c'est indispensable dans la prospection. Après, ça vient la négociation. Tout à fait. Dis-moi tes meilleures techniques de négociation pour un individu qui nous écoute, qui peut retenir quelque chose aujourd'hui. Pour faire de la bonne négociation, il faut que tu aies des gros muscles. Fait qu'il faut que tu aies été musclé, ça c'est sûr. Il faut que tu aies autoritaire. Non, c'est pas pire. Ça, c'est l'ancienne méthode à l'époque. Non, pour la bonne négociation, il faut avoir premièrement de l'assurance en soi. C'est quand tu parles à quelqu'un, il faut que tu aies de l'assurance. Ça, c'est quelque chose que je suggère fortement à avoir. Si tu n'en as pas, ça s'apprend. Quelle assurance? Habitation? Habitation. Ouais. Hypothécaire, quelle assurance? Hypothécaire, non, c'est ça. Non, de l'assurance en soi. OK. Parce que c'est ça. Si tu n'en as pas, tu n'es pas avec de l'assurance en soi, là, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, si tu te dis, mais moi, je n'ai pas d'assurance, fait que je ne deviendrai pas investisseur immobilier, ça va pas bien, là. Il faut que tu passes aussi de l'assurance en soi. Et l'assurance en soi, ça peut s'apprendre de plein de façons différentes. Tu as des livres là-dessus, tu as des psychologues là-dessus, tu as des spécialistes, des coachs en assurance en soi, tout tu peux se faire. Donc, d'avoir une bonne assurance, ça, c'est pour la négociation, ça fonctionne bien. Et puis, de comprendre aussi la situation. Si tu arrives puis tu veux négocier une maison, puis la personne a reçu 25 promesses d'achat sur la maison, ben, tu n'as pas grand-chose que tu peux faire pour la négociation. Là. On s'entend? Mais ce que tu peux négocier, autre que le prix, c'est les conditions. Ce qui est intéressant. Donc, un acheteur, là, je vais donner un exemple d'une maison que j'ai achetée à Rosemère, 296 000, qui est vraiment pas cher. Il y a des gens qui ont offert 325, mais c'est moi qui ai gagné avec 296 000. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Pourquoi? Truc de négociation. Le prix est une chose pour un vendeur, OK? Mais les conditions en sont un autre. Donc, si, exemple, je suis un vendeur et je reçois plein de promesses d'achat, et j'en ai une qui m'offre, comme l'exemple, 325 $, mais conditionnel au financement, conditionnel à l'inspection, conditionnel à mon co-investisseur, conditionnel à l'acceptation du divorce de ma femme. On s'entend? Donc, si il met des conditions à pu finir, OK, sur la promesse d'achat, bien, ça fait en sorte que l'acheteur, le vendeur, lui, ici, il doit passer à travers plusieurs trucs pour que finalement l'acheteur il donne 325 000. Mais s'il reçoit une autre offre de 295 000 qui n'a aucune condition, aucune garantie légale, une préapprobation bancaire, que c'est sûr que demain matin, il achète sa maison puis qu'il en est débarrassé, oh, ben là, ça devient intéressant. Là. Oui, tu perds 20 000, mais l'autre ici, là, ça se peut qu'il fasse l'inspection puis qu'après, il te renégocie à 310 000. Puis qu'après ça, il fasse le financement, puis je sais pas moi, un RCD ne fait pas. Fait que là, il faut qu'il renégocie à la baisse. Puis là, il est rendu à 280 000, 250 000. Puis là, finalement, au bout de la ligne, tu aurais été mieux de prendre l'autre qui achète. Tu comprends? Donc toi, tu n'avais aucune condition. Exactement. Donc moi, dans la maison que j'ai achetée là, j'étais prêt, j'étais préparé, j'avais l'assurance, j'avais mes préapprobations bancaires. J'avais les chiffres. Une promesse d'achat, j'avais les chiffres de fait. Je savais exactement ce que j'allais faire. J'avais une promesse d'achat béton avec aucune condition. Pas d'inspection non plus? Bien, moi, c'est un autre truc que je vais donner. Quand je fais les visites d'une propriété que je suis certain que je vais acheter, moi, je fais la visite avec l'inspecteur. Oh! Parce que... Golden Nugget. Yep, parce que des comme croquettes. ça, quand j'arrive avec ma promesse d'achat, j'enlève la condition d'inspection parce qu'elle est déjà faite. Elle est déjà faite en même temps. Voilà. Boom. Voilà. Donc, ça, c'est un autre truc que j'aime bien. Mais dis-moi, mais ça va te coûter cher en Titi chaque fois que Non. J'ai dit, je fais ça quand je suis certain d'acheter cette propriété-là. Tu dois être certain plusieurs fois, toi. Mais moi, je suis certain une fois. Okay. Si je suis certain, c'est cette propriété-là que j'achète. Okay. C'est cette mais propriété-là je parle de plusieurs propriétés que tu veux
faire la même chose, certains Si tu rentres. tu fais plusieurs propriétés que tu veux acheter, parce que tu n'as pas fait un assez bon tri, Ah, donc ok. ça trie, tu arrives à 5-10. Si tu arrives à 5-10, puis que, exemple, tu veux faire un flip, puis tu veux faire 100 000 de profit, ben on s'en fout de dépenser 10 fois 400-500 $ pour être certain de Puis réussir à en j'imagine que tu avoir peux un. aussi négocier avec ton inspecteur Ben oui, pour tout dire, se écoute, négocie, tout se négocie. j'en fais 10 dans un mois, Ouais, donc donne-moi un tout se prix plus négocie. raisonnable, tu vois. Mais si tu es dans un marché équilibré ou un marché acheteur, ta promesse d'achat, tu vas être la seule qui va aller à faire quasiment. Ouais. Tu n'as pas besoin d'enlever la condition d'inspection. Là, je te parle des techniques approfondies. Lorsqu'on est d'un marché vendeur, quand il y a genre 20 promesses d'achat sur une propriété puis tu veux l'acheter, là, on négocie avec les conditions, Bien sûr. moins avec le prix, avec des petits trucs. Fait que négociation, ça se négocie tout autant au niveau du prix qu'au niveau des conditions. Donc, c'est deux choses qui sont à prendre en ligne de compte. Le prix, il faut que tu le détermines correctement avec tes Excel calculateurs. Puis les conditions, il faut que tu le détermines selon le nombre de gens qui sont intéressés à la propriété. Voilà. All right, parfait. As-tu un autre truc de négociation que tu peux nous... Je pense que L'autre truc de négociation, je l'ai dit un petit peu au début, mais rapidement, en fait, c'est de juste bien analyser la situation du vendeur. Donc, est-ce qu'il est dans une situation où il doit vendre vite? Est-ce qu'il est dans un trouble financier? Est-ce que son courtier se pogne le beigne, ça fait 1 an, puis il n'a pas vendu, puis ça fait longtemps que c'est la propriété est à vendre? Tu sais, tout ça, l'analyse de la situation va déterminer comment est-ce que tu vas faire ton offre, puis comment est-ce que tu vas placer tes conditions. Donc voilà, puis il y en a même qui vont jusqu'à faire une petite vidéo sur une clé USB qui est annexe avec la promesse d'achat pour dire « Ah, mais moi je suis le père de famille, j'ai des enfants, puis on veut habiter dans ta maison pour longtemps, on veut bâtir notre famille là-bas, mais dans le fond on veut faire un flip, on s'entend. » Fait que tu sais, il y a des gens qui font ça, là, qui annexent une petite clé USB, tu sais, ça va pousser jusqu'à là. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça. Ça dépend jusqu'à où tu es prêt à aller faire ta négociation, jusqu'à où est-ce que tu veux réellement avoir le deal. Ouais. Donc voilà. Dans le multi-logement, ça serait plus, mettons, quelqu'un qui est dans les troubles financiers. Donc déjà, si tu payes sa dette, plus tu donnes un bon montant, là, il a plus un intérêt de débarrasser de la propriété, surtout s'il y a plein de travaux. Il sait très bien que... il n'y a pas les fonds pour le faire. Il n'y a pas les fonds pour le faire. Il sait qu'il doit le vendre à un prix plus... La banque, quand tu manques d'argent, elle t'emprunte pas. Non. La banque, elle t'emprunte d'argent quand tu en as trop. Exactement. C'est de même, ça marche dans le marché. Écoute, je suis désolé, c'est comme ça chez nous. C'est comme ça. Ouais. Mais par contre, comme je suis spécialisé dans les solutions alternatives et privées, donc je suis un courtier, des courtiers, j'ai d'autres courtiers hypothécaires à trouver des solutions pour leurs clients ou directement pour mes clients à moi. Donc, comme tu sais, aussitôt que ça ne rentre pas dans le créneau bancaire qui est noir et blanc, il y a les options alternatives. Ouais. Alors, ça peut être extrêmement payant pour les investisseurs et le privé aussi, ça peut être extrêmement payant. C'est sûr et certain que le taux d'intérêt, souvent, ça revient au taux. Quel est le taux? Mais le taux d'intérêt pour un investisseur immobilier, là, on s'en fout parce que c'est 100% déductible d'impôt. Puis non, mais c'est ça, là, tu sais, les gens sont souvent comme « Ouais, mais là, le taux d'intérêt, arrête, là, tu joues avec des peanuts. » C'est comme d'aller mettre le gaz, d'aller faire 10 km de plus pour aller sauver 5 cents de gaz là, à l'autre station, mais ça t'a coûté ça en gaz pour t'y rendre. C'est un peu ça, le taux hypothécaire. Fait que c'est... lorsqu'on a une famille standard, on achète une maison, puis on va rester dans la maison pendant 25 ans, puis on a un travail de 9 à 5, puis on n'utilise pas notre financement pour investir. Oui, le taux hypothécaire peut influencer, il est important à prendre en considération. Absolument. Mais pour un investisseur immobilier, le taux hypothécaire, il est 100% déductible d'impôt, puis ça va te permettre, même si tu as un taux hypothécaire un peu plus élevé, ça va te permettre d'aller faire des centaines de milliers de dollars. Fait que même si ça te coûte 6 000, mais que tu en fais 100 000, on s'en fout du taux. Tu veux-tu être mon ambassadeur, Kevin? Mais vraiment, c'est ça, vraiment, c'est pas combien que ça te coûte, mais c'est combien que ça te rapporte. Voilà. Donc, d'où le pourquoi, des fois, ça vaut la peine d'aller même avec les prêts privés qui ont du 15%. Parce que, OK, peut-être qu'au bout de la ligne... Je peux te faire à 12, t'inquiète. Oui, je sais, tu peux le faire à 12, mais j'aime ça mettre la barre haute comme ça. Il dit 15%, puis là, il arrive, c'est juste 12. Ouais. Négociation. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même si ça te coûte 12%, puis qu'au bout de la ligne, ça t'a coûté 35 000 ton prêt, il y en a qui bug là-dessus, ça m'a coûté 35 000. Ils ont fait 350 000, mais ça m'a coûté 35 000. Tu sais,
faut pas que tu regardes combien ça te coûte, c'est combien que tu fais au bout de la ligne qui est important. Absolument. Donc, ça, c'est un mindset d'investisseur. Et il ne Ouais. faut pas oublier, le prêteur privé ou la banque, peu importe, banque alternative, c'est des gens qui financent à 70%, 75% de la valeur de la propriété. Versus le prêteur, non, versus toi qui met 25% de mise de fonds lorsque c'est un achat, plus payer les frais. Si ça te coûte 35 000, mais c'est lui qui a pris 75% du risque, où est-ce que tu perds? Puis si tu ne fais pas cette transaction, tu gagnes absolument rien. Et donc, il ne faut pas oublier, pour faire de l'argent, il faut aider les autres à faire de l'argent. Les prêteurs privés, ils vous aident à faire énormément d'argent, puis ils prennent un petit code qui est 12, 15, 8, je ne sais pas, dépendamment de votre projet, qui n'est pas énorme. Prenons l'exemple d'un partenaire. Je mets avec Kevin. Kevin, tu as l'argent, moi j'ai le deal. Penses-tu que tu veux mon petit 15% ou tu veux peut-être 50% de mon profit? Idéalement, ça va être plus élevé qu'un prêteur privé parce que c'est un partenaire d'affaires. Un partenaire, oui. Tu vois? Alors, prêteur privé, il est plus intéressant pour faire des plus gros profits, mais faut pas avoir peur de rentrer. Puis vous, c'est certain, le prêteur privé va être all-in. Ça, c'est là que je viens en jeu, où je négocie pour vous pour trouver les meilleures conditions avec un prêteur privé et surtout trouver la solution. Bien, c'est le fun, ça. Tu parles de prêt privé à du 12%, mais tu ne fais pas uniquement du prêt privé, là, tu fais des financements avec des banques alternatives aussi, où Oui. ce que là, on est plus dans du 3, 4, 3, 5%, là, ouais, tu sais, ouais, mais ouais. qui te permet de ne pas avoir de plateau d'endettement au personnel puis d'aller débloquer des plus gros fonds. Là. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi là, de ce que tu fais dans ton domaine. Bien sûr, c'est genre, prenons l'exemple de quelqu'un qui a une entreprise qui génère plein de revenus, mais il vient de commencer, par exemple. Donc, il n'y a pas 2 ans. Techniquement, quand tu as une incorporation, tu as une entreprise, aux yeux de la banque, tu es un entrepreneur. Okay? Même si tu es employé pour l'entreprise, tu es un entrepreneur, tu es un travailleur autonome. Ouais. Donc, il faut attendre 2 ans que tu déclares avant de pouvoir acheter. Tandis que si tu fais assez d'argent, moi, je regarde les 3 à 6 prochains mois, tu as assez de dépôts bancaires dans ton compte entreprise, je vais multiplier x 12 et mettons que tu fais 10 000 par mois, 120 000 dans une année, 120 000, c'est ce que je prends comme revenu. 120 000, c'est l'équivalent d'une hypothèque de presque 600 700 000 si tu n'as pas de dette, par exemple. Et avec 20% de mise de fonds, tu peux acheter tout de suite ou refinancer tout de suite, tandis que quelqu'un qui doit attendre 2 ans, pourtant, il y a les moyens d'acheter tout de suite, c'est sûr que c'est plate pour lui, surtout s'il y a une opportunité. Oui. Opportunité qui... Tout à fait. Alors, avec les banques alternatives, les taux d'intérêt sont autour de 2,5, 3%, 3,5, 4%, 1,5 de plus ou 2% de plus que les banques, ça n'a pas de prix. Parce que qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est énorme. C'est Tu vas faire beaucoup plus que le petit pourcent que ça te coûte de plus ou le 2% que ça te coûte de plus. Là. 100%. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que j'instaure aussi comme mentalité là, avec les investisseurs. C'est qu'il ne faut pas que tu t'attardes à ton taux hypothécaire. Il faut que tu t'attardes à l'argent que tu fais au bout de la ligne. Parce que même si tu as un taux plus élevé, ça va te permettre d'avoir les fonds nécessaires pour faire l'argent au bout de la ligne. Là. Puis, 2 dernières choses que j'aimerais dire pour conclure là-dessus qui sont pertinentes. Sûr. Pourquoi tu penses, puis pourquoi vous pensez, vous écrirez ça dans les commentaires, j'aimerais savoir vos réponses. Pourquoi vous pensez que les prêteurs privés ou les banques alternatives vous prêtent de l'argent en immobilier? Pourquoi qu'eux ne prendraient pas leur argent pour aller faire l'investissement en immobilier? J'ai la réponse, inquiète-toi pas. Mais pourquoi tu penses qu'ils font ça? Si tu me poses la question à moi? Non, parce que je sais que tu as la réponse. Mais moi, je vais donner la réponse. Dis-moi si c'est la même que tu avais. Vas-y. OK? Les gens qui font ce genre d'emprunt-là pour aider les investisseurs immobiliers ou même les openers de projets, des fois d'entreprise, les gens qui prêtent, ils ont déjà plusieurs millions. OK? Eux, ils n'ont pas nécessairement envie d'aller mettre le temps physiquement pour aller faire des investissements immobiliers, de l'optimisation, des flips, etc. Ils en ont déjà plein d'argent. C'est beaucoup plus payant pour eux autres en termes de temps de prêter à du 4-5% leur argent, une partie de leur argent, une partie de leur million de prêter là, qui fait de l'argent, de rentrée d'argent automatique, passif pendant qu'ils dorment, que d'aller eux-mêmes aller faire les choses physiquement pour les investissements immobiliers. Donc, quand tu es rendu à une étape, tu as tellement de millions à emprunter, c'est beaucoup plus payant
en termes de temps aussi, de juste prêter cet argent-là, puis toi, ça fait de l'argent automatique au bout de la ligne. Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour l'investisseur qui est prêt à mettre du temps, d'apprentissage, puis d'aller travailler sur le terrain pour faire encore plus d'argent que ce que le prêteur y prête. Puis c'est intéressant pour le prêteur parce que lui, il n'a pas de temps à y investir. Puis il fait l'argent avec. C'est son argent qui travaille pour lui. Absolument. Ben, je suis d'accord avec toi. Juste pour ajouter, c'est un prêteur privé ou cette banque, il prête... Non, il n'y a rien à ajouter. Vas-y, j'écoute. Pour ajouter, Kevin, c'est un comédien de nature. On peut voir ça. Donc, pour ajouter, c'est simplement parce que, autre que ça économise beaucoup de temps, si ils vous financent, ça veut dire que votre projet, ils font confiance à votre projet. Tout à fait. Alors, ils veulent vous supporter. Alors, si Siroujane vous dit oui, c'est un bon projet. Parce que je vois que vous êtes bien backé et vous avez toutes les réponses à mes questions pour que je puisse négocier avec les prêteurs privés. Et si les prêteurs privés disent oui, parce que vous allez faire plus d'argent que lui. C'est ça le but. Le prêteur privé, il ne veut pas faire plus d'argent que vous parce qu'il prend moins de risques que vous, côté temps. Tout à fait. Alors, lui, il veut prendre un petit part de de vos profits quand vous allez faire le maximum, mais ça ne lui dérange pas. Donc, si le prêteur privé vous dit oui, ou si Siroujane dit oui, c'est parce que c'est un bon projet. Exactement. C'est comme Siroujane, c'est comme le Dieu. Tu sais, il faut que tu aies l'approbation pour pouvoir l'investir. Exactement. Dieu Shiva. Donc, mais exact. Mais ce qui m'apporte à dire, le dernier truc, en conclusion, est-ce que les banques vont vous emprunter de l'argent pour investir à la bourse? Non. Non. Est-ce que les banques vont vous emprunter de l'argent pour investir dans leur propre fonds d'investissement? Laisse-moi te revenir pour la première question. Oui, parce que je suis dans les banques, je suis avec les banques, sauf qu'ils vont te prendre 1 million d'actifs en garantie pour non, ça, ils vont prendre la garantie. Mais si tu pars de rien, est-ce qu'ils vont t'emprunter pour aller en bourse? Non. Non. Si tu pars de rien, est-ce qu'ils vont t'emprunter pour investir dans leur fonds? Non. Non. Donc, la banque, si tu pars de rien, est-ce qu'ils vont t'emprunter pour XY projet? Non. Donc, la banque, si tu pars de rien, est-ce qu'ils vont t'emprunter pour un achat immobilier? Oui. Hey. Donc, ce qui m'apporte à dire que les banques sont les personnes qui prennent le moins de risques. Là, je ne parle pas des banques, des prêts alternatifs ou de quoi que ce soit. Les banques standards avec pignon sur rue là, prennent aucun risque. Et pourtant, la seule chose auquel quelqu'un qui n'a aucun historique, ils vont t'emprunter pour, c'est l'immobilier. L'immobilier. Donc, ce qui m'apporte à dire, l'immobilier est un des investissements les plus sécuritaires et les plus intéressants pour bâtir votre capital et en arriver à votre liberté financière et liberté de temps. Mais faites-le comme il faut et c'est pour ça qu'on existe avec Imo Academy, avec le coaching privé pour vous suivre et faire d'excellents investissements. Drop the mic. Drop the mic, c'est terrible. Drop the mic, yeah, drop the mic. Écoute, c'est drôle que tu me dis ça. Ouais. C'est exactement ce que j'apprends. J'organise un webinaire durant le COVID sur comment devenir investisseur immobilier, comment devenir premier acheteur. Puis la comparaison que je prends, c'est exactement ce que tu viens de dire. Okay. Donc, je compare l'entreprise, je compare les actions, la bourse, et je compare l'immobilier. Et je demande à tout le monde qui écoute, OK, si vous avez une entreprise, combien pensez-vous que vous allez mettre en mise de fonds pour acheter ce restaurant? OK? Mm-hmm. Puis, si tu ne t'amènes pas un bon 50%, bonne chance. Ouais. La bourse. C'est vrai. Est-ce qu'on te prête l'argent pour la bourse, comme tu as dit? La réponse est non. Dans les règles générales, on ne te prête pas l'argent. Mais pour l'immobilier, ça prend aussi peu que 5%. Ouais. Aussi peu que 5%. Donc, n'importe qui peut acheter demain si tu as un bon crédit, des bons revenus et tu es capable de payer. C'est tout ce qu'on a besoin. Exactement. Et ça prend de la valeur aussi. Exact. Ça prend de la valeur. Et aussi, excuse-moi, c'est que quand tu achètes un restaurant, tu es comme, faut pas se mentir, tu vas vivre dedans. Oh oui, c'est vraiment difficile. Tu vas dormir dedans, tu vas transpirer dedans, tu vas faire tout dedans. Ouais. Donc, le temps que tu vas investir, c'est énorme. Tandis que l'investissement immobilier, aussi peu que 5%, tu achètes un duplex, tu as 2 locataires qui payent, ou tu habites un, l'autre paye. Ouais. Et 5% d'appréciation dans un marché stable versus
Présentement, c'est 10, 15, 20, 30% d'appréciation. Ouais. Donc, c'est énorme la rentabilité. Énorme. Énorme. Drop the mic. Mais exactement, boom. Mais c'est important aussi de ne pas dénigrer tu sais, l'investissement à la bourse. Il y a plein d'argent qui font de l'argent avec Bien ça. sûr. Plein de gens qui font de l'argent avec ça. L'investissement dans les fonds communs, dans les bancaires, il y en a qui font de l'argent avec ça aussi. C'est juste que cette chose-là qu'on parle, cette théorie-là qu'on parle, c'est juste de prouver que l'investissement immobilier est l'investissement le plus sécuritaire que vous pouvez aller faire parce que c'est ce en quoi la banque vont vous investir avec aucun historique et une petite mise de fonds. Ouais. Donc, c'est le plus petit risque à prendre, l'investissement immobilier, puis c'est ce qui peut apporter énormément d'argent. Oui, il y a des gens qui deviennent ultra riches avec la bourse. Tout à fait. Si tu sais ce que tu fais Oui, tout à fait. et tu calcules ton C'est risque. différentes techniques d'investissement. Oui, j'ai rien contre ça. Simplement la diversification. Oui, 100%. Donc, all right, Kevin, on a fait le tour. Yeah. Donc, on a-tu un code promo pour les pour les gens qui écoutent, qui veulent investir avec toi? Il n'y a pas de code promo qui se donne. Il n'y a pas de code guys, promo. j'ai essayé. Il a essayé. Au moins, il m'a écouté quand j'ai dit la négociation. Tu avais confiance en toi quand tu l'as dit. J'aime ça. Good. Mais non, c'est ça. Il n'y a pas de code promo parce que moi, je dois payer les coachs qui vont vous suivre. C'est une blague en passant. Tu n'as même pas besoin de justifier. Je sais, mais je justifie pareil. C'est important à le dire. Je dois payer les coachs qui sont avec, l'assistant qui parle. En tout cas, il y a beaucoup de trucs qui sont alentour de ça. Mais par contre, ce que je peux offrir pour ceux qui écoutent la vidéo actuellement, c'est que si vous fixez un rendez-vous et que vous utilisez le lien www.videogratuite.simvolley.com, tu le mettras en dessous de ton lien, ça va vous amener à fixer un appel avec un de nos coachs à l'interne. Cet appel-là va être gratuit. Et vous pouvez mentionner que vous avez vu la vidéo avec le dieu Seroujan et je vais faire l'appel avec vous. Contrairement à ce que ça soit un autre coach, ça va être moi directement qui va vous parler, qui va vous conseiller, puis qui va regarder avec vous où ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire dans vos solutions, où ce que vous en êtes, puis c'est quoi que je vous suggère d'aller faire comme investissement. Donc, en temps normal, c'est toujours mes assistants ou les coachs externes qui font ces appels-là. Mais lorsque vous signalez que vous avez vu la vidéo avec Seroujan, ça va me faire plaisir. On va faire le prochain appel ensemble. Wow, ouais, guys. C'est ce que je fais jamais. Ouais, guys. Wow, merci beaucoup, Kevin. C'est très apprécié de ta part. Alors, prenez la chance, appelez-lui. Vous voyez à quel point il prend le temps de bien expliquer les choses. Oui. Il rend la langue chinoise en français. Voilà. Alors, vraiment, merci beaucoup, Kevin. Ça a été vraiment pertinent comme épisode. Donc, on va marquer tes informations, tes coordonnées pour qu'ils puissent contacter. Oui. Sinon, sur ce, donc merci, guys. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao.